Je me présente, Hébert Edo, artiste plasticien. Je suis également enseignant et j'ai fait une école d'art. Donc, en gros, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui fait que quelqu'un épouse cette filière de plasticien ou cette école? Vous savez, ça peut descendre depuis l'enfance, où on voit que on aime fabriquer des objets, on n'est pas tout à fait comme les autres, c'est-à-dire il y a d'autres préoccupations qui nous interpellent. Et ceci étant, je crois également être dans une famille où le père est artisan maçon. Dans le quartier où je vivais à Grand-Anse, Trois-Rivières, je pourrais appeler ça le quartier ou le chemin des artisans, puisque tout le long de ce chemin-là, il y avait artisans ferronniers, mécaniciens, charpentiers, etc., etc. Donc, vous voyez bien que cette enfance-là est nourrie de choses qu'on regarde. Mais je dirais que plus particulièrement, ce qui m'a vraiment plu, c'est que à côté de chez moi, il y avait un monsieur. C'était un ancien pêcheur, mais qui faisait généralement, lorsqu'il a terminé la pêche, il faisait de l'artisanal, c'est-à-dire des paniers en bambou. Il faisait également, il prenait des, vous savez, les fils de couleur qu'on retrouve dans les fils de téléphone. Il faisait ce qu'on appelait des objets empaillés avec des couleurs. Et ça, tout ça faisait m'émerveiller quelque part. Et je crois que ça peut être contribué à ce que je devienne aujourd'hui plasticien ou que j'enseigne également les arts plastiques. J'ai l'impression, comme je suis enseignant, et lors des conseils de classe, lorsque les gamins doivent prendre des orientations, on se rend compte toujours qu'il y a des réticences pour qu'ils puissent prendre cette filière-là. Et lorsqu'un un élève ou un enfant a des moyennes, disons, vers les 19 de moyenne, il dit, je voudrais prendre la filière artistique. Et là, on a un tollé. Non, pourquoi ça? C'est du gâchis. Et je me dis, non. En tant qu'enseignant, on croit quoi? Que celui qui enseigne, celui qui a passé ce concours, il n'avait rien d'autre à faire. C'était une filière fermée. Celui des personnes qui avaient échoué, non. La partie artistique, c'est une partie qui demande beaucoup, et plus qu'on le croit, d'intelligence. J'aurais pu terminer mes études en faisant des études d'architecture, puisque en mathématiques, je peux dire que j'étais très bon. Ceci pour vous dire que j'ai choisi une filière artistique dès le départ. J'ai fait ce qu'on appelle un bac F12 à appliquer. Pas un bac dans mon temps A3. J'ai voulu appliquer parce qu'il y avait cette partie technique. Et cette partie, je crois, qui s'ouvrait plus que simplement une filière purement artistique. La partie m'a permis également d'ouvrir, et ensuite j'ai passé le concours de l'école d'art de la Martinique, que j'ai réussi, mais avant tout, j'ai passé également le concours d'une école d'architecture sur Lyon. Et parmi mes, disons, les gens de ma génération, j'étais le seul à être promu à cette école. Ensuite, finalement, pendant les vacances, j'ai changé d'avis et je me suis rendu à l'école de la Martinique, où j'ai passé 5 ans. Donc, une filière où je crois ce qui est intéressant de l'école de la Martinique, c'est qu'on touche à tout. C'est-à-dire de la peinture, de l'infographie, de la vidéo, du volume également. Bon, je crois que je me suis assez bien amusé dans cette école et j'ai
beaucoup appris également avec des professeurs qui sont d'ici et d'ailleurs. Je crois ce que les gens ne sachent, oublient. À mon époque, l'école de la Martinique, c'est une école régionale, était classée dans les 3 meilleures écoles de France et de Navarre. À part les écoles d'État, qui, avec tout le financement qu'ils ont, l'école d'art de la Martinique était bien placée. Voilà. Donc, je crois que les parents guadeloupéens ou ceux qui ont fait cette école-là n'ont rien à, comment dire, comparer aux autres écoles. Voilà, de France et de Navarre. Il faut se dire que lorsque j'étais à l'école d'art, et en particulier les professeurs qui y étaient, la plupart faisaient partie du groupe fromager. Donc, c'est des gens qui ont leur expérience et qui ont également, ce qui est très bien, une orientation sur l'art. Et en Guadeloupe, il y avait Michel Rovelas, mais il y avait également le groupe Koukaraï, etc. Donc, vous voyez bien qu'il y a ce foisonnement de possibles et de possibilités qui se sont offertes. Mais sur le plan même, à l'époque, il y avait des expositions à la Martinique qui se multipliaient. Pratiquement chaque week-end, il y avait des expositions. Les étudiants même étaient en effervescence et les 5e années exposaient régulièrement ou ils commençaient également à constituer des groupes. Ce qui, aujourd'hui, à mon avis, à mon simple avis, je crois que l'individualisme a pris le pas. Il est très rare de voir des artistes se mettre ensemble ou des groupes se former. Ils le font sur l'injonction, je dirais, d'un commissaire ou de quelqu'un, mais un groupe d'artistes même qui le font spontanément, c'est rare. Et je crois que j'ai été dans ce groupe d'artistes avec, lorsqu'on est arrivé, lorsque je suis revenu en Guadeloupe, vu l'état individualisé des choses, nous avons voulu monter un groupe qui s'appelait CISA. Donc, composé d'Antoine Nabajot, Stanko Lewes, Lima, Jimmy Nabal, Goudi et moi-même. Et nous avons réalisé ce qu'on appelle la première biennale des jeunes plasticiens. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regardait, on se disait que les jeunes qui arrivent, ils ont terminé leurs études et il n'y a pas un endroit où on les accueille. Ils savent même pas où se trouve la DRAC, ils savent même pas quelles sont les pistes prendre, donc ils sont quelque part perdus. Donc, en se remettant ensemble, en se regroupant, on s'est dit, voilà, on va pouvoir réaliser ça et montrer que il y a bien des gens avant, mais il y a ces jeunes-là qui viennent avec un souffle nouveau et le montrer au public ce qu'ils peuvent faire. Mais je crois que même lorsqu'on a des bonnes intentions, il y a toujours des gens à gauche, à droite, qui sifflent des vents contraires, dirais-je, dans la tête des jeunes et font tourner comme des jouettes certains. Voilà. Mais ceci étant, on a persévéré et également pour dénoncer cet état de cause où on voit, je le dis et je l'assume, que les choses sont, disons-le, posées pour certains. Et lorsque les choses sont posées, qu'on a des habitudes avec les organisations, disons-le, avec les politiques, c'est-à-dire, on a ce manne d'argent où j'expose automatiquement, on m'achète une œuvre, je fais un dossier automatiquement, il est positif. D'autres n'ont pas cette chance-là. D'autres, ils sont rejetés. À savoir pourquoi, je ne sais pas. Et de ce fait, nous avons composé en décembre 2020, je crois, le Ouvert par voyer pour appeler à certains qu'ils n'ont pas le monopole, que l'art est ouvert à tout le monde et que l'argent public doit ruisseler pour tous ceux qui le demandent. C'était ça,
ce cri-là. C'était pas pour dire que nous avons besoin, nous pouvons faire. Non, c'est dire que il faut pouvoir donner à tout le monde. C'est ça que j'appelle l'égalité. Il n'y a pas de parents, d'amis et d'alliés qui ont la main sur une manne de, comme dirait l'autre, sur le pognon, sur le magot. Non. Les gens ont besoin d'argent, peut-être, pour s'exprimer. C'est le nerf de la guerre. Mais il y a des jeunes qui on doit pousser les gens. Il y a des gens talentueux. Et le fait simplement qu'ils n'ont pas cette manne financière, ils arrêtent. Et c'est dommage, c'est bien dommage. Ensuite, en 2000, c'est-à-dire un an plus tard, il y a eu la Covid. Ensuite, en 2000, on a réalisé également le Grand Horizon à Sainte-Anne, toujours en groupe, où on était 3 cette fois-ci, Thierry Lima, Stanko Leroy et moi-même, et on a invité, disons, 9 personnes à s'organiser sur un format de 2 mètres par 2, et pour montrer également que nous pouvons offrir au monde des formats qui ne sont pas à la taille du pays. C'est parce que le pays est petit qu'il faut faire des choses tout petites. Non, nous sommes des artistes et nous avons ces possibilités-là. C'était ça également qu'il fallait montrer au monde. Et je crois que ça a été une belle exposition. Je suis toujours dans cette optique-là, de montrer que les artistes peuvent se prendre en main, que les artistes, lorsqu'ils sont d'accord sur un projet, ils peuvent pousser ce projet-là. Et d'ailleurs, c'est l'expo où je me trouve avec Goody, c'est une expo qu'on a montée assez vite, c'est une idée simple, visitant cette salle d'expo, où généralement, lorsque j'arrive, il y a des belles expos qui se passent, mais ma critique personnelle, c'est de voir que l'artiste, n'ayant pas d'endroit où exposer, lorsqu'il a travaillé pendant un certain temps, il veut montrer au monde qu'il a travaillé. Et je me dis non, on n'a rien à prouver. On a simplement à donner à cet instant-là le meilleur de soi. On ne doit pas oublier qu'il y a du travail, mais également que une exposition, c'est un moment donné où les gens doivent prendre plaisir. Prendre plaisir, c'est composer l'espace de telle sorte qu'on puisse tourner autour des œuvres, que les œuvres peuvent se répondre les unes aux autres. C'est ça ma conception, et par là même de montrer que 2 artistes, 3, 4, 5 peuvent avoir un discours qui peuvent fédérer quelque chose. Tout le temps, je le dis, que chacun garde ses spécificités, ce mot que j'aime pas trop, mais qui garde sa façon de faire. Et cette façon de faire qu'il apporte pour l'ensemble, pour l'harmonie de l'exposition. Et nous avons travaillé à 2 sur toute la partie logistique, toute la partie artistique, et ce que je vois et ce que je me rends compte dans ce pays-là, on n'est pas simplement des faiseurs de couleurs de la peinture. Au-delà de ça, chaque individu a des spécificités, mots qu'ils vont utiliser et mettre au service du groupe. Goody a dû faire toute la partie infographique, la partie communication. J'y étais, on regarde ensemble. La partie scéno, je l'ai pris en compte. La partie également écriture sur les œuvres. Voilà. Donc, on se répartit la tâche. Ce qui m'importe, et je le dis, c'est que tout un chacun puisse mettre au service du groupe ou au service de ce projet Peinture Guadeloupéenne ce qu'ils ont de meilleur. Et c'est pourquoi également je tiens à remercier Samuel, parce que là, il y a des livres, mais pour une fois, c'est ce que je me disais toujours, lorsque l'artiste ne sera plus, il faudra bien des traces.
où c'est important d'entendre sa voix. C'est important de voir comment il bouge dans l'espace. Et ça, qu'on veuille ou non, il sera inscrit à jamais pour les générations futures. Et ça, pour ça, je te remercie. Les artistes sont des penseurs. Et ça, ça, on l'oublie, ou on fait mine de l'oublier. On ne vit pas hors du monde, on vit dans le monde. Et plus particulièrement dans notre secteur. Je tiens à le dire à nouveau. Lorsqu'on est 5, 6, on va dans les expos, on regarde, et lorsque on parle, il y a toujours les mêmes critiques qui reviennent. Il y a ces points de convergence qui fait que si 2, 3, 4 disent cela, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une vérité quelque part. Et on s'est assis et on s'est dit, bon, les gars, il ne suffit pas simplement de répéter les choses, puisque ici, Guadeloupéens, créoles, on va nous dire que parole c'est vent. Donc, on a décidé d'écrire. Et on avait proposé à un des membres d'écrire. Et lorsqu'il a écrit les premiers mots du manifeste, puisqu'il s'agit d'un manifeste artistique, et on l'a lu, et on n'était tous pas d'accord sur les mots, sur la tournure, et on s'est dit, bon, quelles sont les corrections, puisqu'on fait quelque chose en groupe. Et on s'est dit, bon, on va se rencontrer dans 2 jours pour qu'on puisse apporter des corrections, mais ensemble. Et à un moment, je me suis dit, bon, nous allons perdre trop de temps, et j'ai décidé de remettre en forme ce manifeste que j'ai soumis aux autres, qui m'ont dit plus ou moins d'accord, et qu'on a arrangé des mots ou une façon de penser, mais qui allait dans le sens de tout le monde. Ce manifeste, où on l'écrit, on pose, je crois, les jalons ou ce qu'on voudrait qu'il soit, que l'art guadeloupéen devienne. Trop souvent, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. On ne regarde jamais les possibilités que nous avons. Je tiens à vous dire que nous sommes un jeune peuple. Et pour un jeune peuple qu'on a jeté dans... J'aime bien cette image. Un train qui va vite. Ils ont pu monter dans ce TGV sans trop se poser des questions. Et maintenant qu'ils y sont, ils se disent, ouais, le paysage défile, mais c'est pas le nôtre. Il va falloir également que nous mettions également notre paysage, que nous faisons voir au monde, même si le pays est tout petit, ce que nous pouvons faire. Apporter sa petite pierre à l'édifice du monde. C'est ce que je crois que les Guadeloupéens peuvent faire. Et ils ont suffisamment de talent pour pouvoir le faire. Et là, lorsque je dis suffisamment de talent, on vit dans un pays, dans un territoire. Les œuvres que je vois et plus ou moins qui commencent à monter, sortir de ce sédiment, c'est des gens qui se posent la question, les questions. Je pourrais en citer quelques artistes qui, Orvelas, s'est toujours posé cette question-là, son positionnement par rapport à son pays. Je vois également que dans les jeunes qui montent, je dis jeunes, bon, c'est une façon, puisque on pourrait classer la peinture guadeloupéenne, je crois, dans les vagues successives de jeunes qui arrivent, qui sortent de l'école. Et rares, ou ceux qui ont plus d'intelligence, lorsqu'ils arrivent, ils n'arrivent pas avec une école. Ils ont eu le savoir de cette école. Mais arrivés ici, ils se sont posé la question. C'est-à-dire, quoi représenter? Comment représenter? Quoi dire? Et peut-être utiliser des mécanismes, mais parler avec notre langage. Je ne sais pas si j'ai été clair pour vous faire comprendre. Comment parler d'une civilisation? Je prendrai le cas de... Il est devant moi, Samuel Gélas.
lorsqu'il parle de ces jeunes de cité et où il va les comparer à des super héros qu'on retrouve dans les Strange, etc. C'est une façon, c'est une critique qu'il apporte à cette société, parce qu'il s'est posé la question sur cette société. Je dirais que lorsqu'un Joël Nankin va parler de Kalabatola, c'est toute cette partie historique qu'il va refaire remonter dans sa peinture. Je sais pas, Antoine Labajotte qui va parler de ces cases créoles, donc de ces souvenirs, de ces réminiscences qu'il va refaire remonter dans cette peinture. Ok, lorsque Stanko Lewis, lui également, dans ses peintures, il va en parler. Il va contaminer la surface picturale à tel point que l'œil du spectateur doit être colonisé également. Donc, au-delà de ça, vous voyez bien que il y a ces questionnements qui nous touchent, soit historiquement, soit socialement, mais ce sont des questions qui sont posées sur le territoire. Et seulement en se posant ces questions sur l'endroit où on vit, on peut apporter quelque chose. Et pourtant, ils ne sont pas fermés dans un ghetto. Il y a certains qui pensent que, ah ouais, le fait de pouvoir parler simplement sur la société guadeloupéenne ou de s'exprimer, on va se fermer dans un ghetto. Non, je dis non, puisque les questions qui se posent aujourd'hui, ce sont les mêmes questions qui vont se poser dans le monde. Ils sont, et ça, il faut le dire, ils font ce travail-là du particulier à l'universel et de l'universel au particulier. Et je crois que ça, on prendra le temps pour le dire, puisqu'on est jeune, ce sera la peinture de demain. J'y crois énormément. Et c'est dans cette posture-là que moi aussi, je me lance. Lorsque je regarde ma peinture également, c'est une peinture où abstrait tantôt et figuratif, mais où je parle de ce territoire. Et l'exposition d'aujourd'hui s'appelle « Mi pays là ». Parce que c'est un regard particulier que deux artistes portent sur ce territoire. Et je crois qu'il faut, lorsqu'on sort, parler de son territoire. Qu'est-ce qu'on apporte au monde? On ne peut apporter au monde que ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, c'est où on vit. Je prends le groupe Kassav, ils ont explosé dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait du jazz, ils n'ont pas fait... Mais c'est tout ce mélange-là qui est dans ce pays-là qu'ils ont apporté. Et subitement, lorsqu'on l'apporte, les autres se disent « Ah, mais ça ressemble à ça, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. » Ça peut ressembler à ça, mais ce n'est pas ça. C'est autre chose. Et la peinture ici, ce sera ça également. Ça peut ressembler à ça, ça peut ressembler à ça, puisque les autres, c'est normal, les autres étaient des avant-gardes, ils étaient devant. Et nous avons embrassé le monde. Et maintenant, que faisons-nous de ce que nous avons mangé, ingurgité? Il faut bien le restituer. Et là, je crois qu'en ce moment, nous sommes en train de restituer au monde ce que nous avons vu. Avec, c'est pas simplement l'addition des mondes. Je dis bien que nous avons ingéré. Et lorsqu'on ingère quelque chose, il y a une partie qu'on perd. Mais il y a une partie également qu'on fabrique, que les choses vont se mélanger dans l'estomac et le rejet, parce qu'il y a l'intellect, tout ça qui va se nourrir, et on va rejeter quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne sera pas simplement l'additionnement de ce que nous avons mangé, mais une espèce de mélange, mais mélange qui pourrait être, pour certains, comment dire, insupportable, et d'autres qui pourront offrir un plat succuleux. Voilà. Donc, l'avenir nous dira.